Auditrices et auditeurs de la grande radio Gandal, bonsoir. C'est Abdrahman Bari de la Commission centrale de Potalfi Bantal Foutazalo. Nous vous disons bonsoir et vous souhaitons bonne écoute à l'écoute de notre émission, l'émission de la Commission centrale de Potalfi Bantal Foutazalo sur l'histoire de notre pays. Nous sommes aujourd'hui mercredi, il est 22h30. Et vous le savez, comme vous le savez, toutes les 2 semaines, nous nous rencontrons pour lire une page de l'histoire de notre pays. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé que nous nous pensions sur l'actualité en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement dans notre pays, actualité marquée par le double jeu de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Nous avons suivi ce qui s'est passé au Mali et la situation en Guinée. Donc, comme on le sait, aujourd'hui l'émission étant en français, vous pourrez intervenir ou dans la langue de choix et nous allons traduire en français pour vos contributions. Et M. Bassir Ba va nous faire l'exposé, comme d'habitude. Après M. Bassir, nous allons donner la parole au panel de la Commission centrale de Potalfi Bantal Foutazalo et à celui de la grande radio Gandal, pour enfin laisser la parole au public. Donc, sans plus tarder, M. Ba, si vous nous écoutez, nous vous passons la parole. Merci beaucoup, M. Bari. Je me joins à vous pour saluer tous ceux qui nous écoutent et nous assistent ce soir. Et nous leur souhaitons bonne santé et beaucoup de courage par rapport au Covid et par rapport à la situation qui sévit dans notre pays. Comme vous l'avez annoncé, on a tous suivi récemment les événements du Mali et il y a beaucoup de nos compatriotes qui se posent des questions en privé, en public et en des discussions publiques ou privées sur la différence de comportement de la CEDEAO entre le Mali et la Guinée, et puis la différence de comportement des forces de sécurité du Mali et de la Guinée. Nous nous préparions justement à faire une émission sur l'armée guinéenne, à en faire l'historique et à montrer l'état de délabrement qui fait que ce n'est pas à proprement pas parler une armée, c'est une ethnie tribalisée de surcroît et qui est au service du chef et qui n'a jamais fait de coup d'État contre un président vivant. Nous allons faire une émission pour expliquer aux gens la genèse de ce mal et comment possiblement on pourrait y remédier pour libérer notre pays de cette autre gangrène que sont des forces de sécurité totalement délinquantes, avec une justice délinquante et des bandits à la tête de l'État. Mais ça fera l'objet d'un autre débat. Mais c'est pour tout juste aider à bien différencier et à sérier, à montrer la spécificité des problèmes de la Guinée pour qu'on puisse les comprendre. Parce que si on passe le temps à nous comparer et à nous dissocier de ce qui se passe à l'étranger, on n'aura pas de solution opérationnelle. C'est pour ça qu'on engage ce débat, on montre aux gens les différences qu'il y a avec la Guinée, et dans la société civile, et dans l'armée, jusqu'où la société guinéenne a été atteinte, sans pour autant que les gens ne croient que c'est une fatalité à laquelle on doit se plier, mais en découvrant les causes, en découvrant les mécanismes, on est plus armé à les déjouer et à libérer notre pays de cette décadence sans fin. Pour ce qui est de la duplicité de la CEDEAO, et on ne dirait pas de la CEDEAO en entier parce qu'on voit qu'il y a des
des dissensions qui se manifestent en son sein par rapport à la situation du Mali, au moins ouvertement. Et on est sûr que, on est presque sûr que ces mêmes dissensions se manifestent par rapport à la Guinée, mais qu'elles se jouent de façon diplomatique. Mais on a tenu quand même à faire deux choses, à interpeller la CEDEAO elle-même, à envoyer des copies à toutes les organisations qui les suivent, celles qui les assistent, et à envoyer des copies à l'Union africaine, à l'Union européenne et à tous les gouvernements dont on sait qu'ils peuvent prêter une oreille attentive à des réclamations qui sont dignes de considération. Et c'était pour l'interpeller, pour lui montrer que nous, en tant que citoyens de la Guinée, et donc de l'Afrique, et membres à part entière de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, nous les tenons à l'œil. Nous ne désarmons pas et nous avons non seulement dénoncé avec des preuves à l'appui le double standard qu'ils opèrent et qui est totalement malsain, qui est une trahison de leur mission, mais aussi nous lançons à la fin de notre communiqué un appel à la remobilisation pour ne pas que les sacrifices consentis par notre pays, dans notre pays, particulièrement durant ces derniers mois, pour empêcher le coup d'État constitutionnel ne soient en vain. Donc, ce que je vais faire, je vais lire rapidement le communiqué tel qu'il est. À la fin, je vais faire un bref commentaire avant de passer la parole au panel qui est présent pour d'autres commentaires, des ajouts et éventuellement pour répondre à des questions. Donc, le communiqué, son titre, c'est coup d'État militaire et coup d'État constitutionnel en Guinée, la duplicité de la CEDEAO. Les récents événements au Mali montrent au grand jour les malsaines complicités de certains chefs d'État de l'organisation régionale de la CEDEAO. La promptitude avec laquelle les dirigeants ont dénoncé la radiation d'un de leurs collègues décriés montre leur mépris des aspirations des citoyens. La véhémence de leur condamnation est à rapprocher avec les euphémismes par lesquels ces mêmes chefs d'État s'accommodent du coup d'État d'Alpha Condé. Les chefs d'État de la CEDEAO ont créé de fait un système de poids et de mesures multiples. Quand les coups d'État sont le fait des compères présidents, la diplomatie est de règle. Quand ces coups d'État couronnent la révolte légitime d'un peuple qui les acclame, c'est le bâton de sanction qu'il faut sortir. Les leaders de la CEDEAO se moquent des centaines de citoyens maliens, guinéens, ivoiriens, de Burkina Faso et d'ailleurs, qui sont les seuls dépositaires de la légitimité et de la légalité et qui payent de leur vie pour l'émergence de la démocratie. Tant que l'ordre électoraliste que certains présidents manipulent à leur guise est maintenu, il n'y a pas à redire. Quand Alpha Condé préparait son coup d'État constitutionnel, une mission de la CEDEAO avait déclaré que le fichier électoral comporte des lacunes qui ne pouvaient pas garantir une élection viable. Pour ne pas cautionner une mascarade électorale, la CEDEAO avait même décidé, ne jugeant pas utile, d'envoyer des observateurs en Guinée. Néanmoins, par suite du scrutin douteux et sanglant du 22 mars 2020, l'organisation régionale fit une déclaration dans laquelle elle dit, je cite, « Elle prend acte du double scrutin. Ensuite, elle note lapidairement, je cite, « Les violences ont émaillé le double scrutin qui ont entraîné des pertes de vies humaines et de nombreux blessés. » Fin de citation. Dans le même communiqué, la CEDEAO rappelle sa disponibilité, je cite, pour faciliter le dialogue entre tous les acteurs guinéens, gage de paix et de développement pour le peuple. Fin de citation. Le communiqué ne fit pas mention de la préméditation des crimes commis qui avaient été pourtant rappelés par plusieurs organisations de la société civile. Le communiqué ignora le fait que le seul gage de paix et de développement, c'est la justice. Il n'était assorti d'aucun mot de soulagement des victimes ni de demande de justice en leur faveur. Alors que la Guinée s'engloutit dans cette crise profonde fabriquée de toutes pièces par Alpha Condé, la CEDEAO ferme les yeux. Le spectre de crimes barbares contre les citoyens guinéens qui ne font qu'exercer leurs droits n'aura pas empêché la CEDEAO d'appeler au dialogue. La CEDEAO trahit de ce fait ses propres dispositions légales, notamment son protocole ASP 1201 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce protocole interdit explicitement les changements de constitution visant à se maintenir au pouvoir. Les dispositions légales sont assorties de sanctions et de recours armés par la CEDEAO afin de déposer les gouvernants délinquants de la communauté.
L'attitude de la CEDEAO par rapport au coup d'État constitutionnel en Guinée est d'autant plus accablante qu'avant les massacres de mars 2020, les Guinéens de tous bords regroupés sous le Front national de la défense de la Constitution avaient cru pouvoir utiliser ces dispositions légales. Le FNDC fit un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO afin d'empêcher le président Alpha Condé de faire voter une nouvelle constitution et de briguer un troisième mandat. Comme plus d'une quarantaine de citoyens innocents avaient été assassinés dans la préparation du coup d'État, le recours du FNDC était en urgence pour la suspension du référendum en attendant que la Cour puisse statuer sur les violations de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. À cette démarche en urgence, la Cour de la CEDEAO rendit un verdict vague. Et pourtant, une décision favorable de la Cour sur la suspension des élections ou un simple communiqué de la commission exécutive sur l'illégalité de l'entreprise de M. Alpha Condé vis-à-vis des lois de la CEDEAO aurait permis d'éviter les assassinats qui suivirent. M. Alpha Condé interpella la démission de la CEDEAO comme un assentiment. Il se sentit libre de poursuivre son plan et de mettre à exécution la promesse faite en octobre 2019 de tuer s'il le faut. Il commandita des massacres ethniques ciblés dont le bilan s'élève à plus de 150 morts. À la suite de ces massacres, ni la Cour de la CEDEAO ni l'exécutif condamnèrent la cause majeure, le coup d'État constitutionnel. Actuellement, pour cause de pandémie officiellement, le recours qui demande l'application des règles de la gouvernance est en suspens. La gouvernance en Guinée n'est que du banditisme d'État basé sur la délinquance, sur la déliquescence de la justice. Beaucoup de Guinéens voyaient à la CEDEAO un recours face à cette situation. On constate plutôt que la CEDEAO est en train de parachever la trahison de sa mission et de sa raison d'être. Un appel au dialogue en Guinée, dépourvu de conditions et de demandes de justice, la déconsidère aux yeux des victimes des violences d'État et des populations en général. La CEDEAO a réduit sa mission de démocratisation de la vie politique régionale en un sacro-saint électoralisme qui permet à certains leaders de la communauté de subordonner le processus électoral à leurs calculs politiciens. Il reste donc aux sociétés civiles de la région de tirer les leçons qui s'imposent. Les militants de la région ouest-africaine doivent engager de sérieux efforts pour le renouvellement total de la charte de la commission de la CEDEAO en la centrant sur la justice. Parmi de nombreuses propositions en discussion, on peut mentionner la radiation de tout gouvernement responsable de violation des droits de l'homme et de sa constitution, l'élection de l'exécutif ainsi que du Parlement au suffrage universel, l'élargissement des attributions de la Cour avec le renforcement de ses moyens financiers et la mise en place d'un comité de surveillance composé de représentants des sociétés civiles des pays membres. Bien entendu, pour que ces changements soient mis en chantier, les luttes de la société civile contre les criminels d'État doivent s'intensifier dans chaque pays. Portal Fivantal, Fouta Djallon rappelle sa disponibilité pour toutes les concertations dans ce sens. La commission centrale de Portal Fivantal Fouta Djallon. Donc voilà, lu le communiqué qu'on a fait, la lettre qu'on est en train d'adresser, on n'a même pas fini de totalement la dispatcher à toutes les organisations avec lesquelles on est en contact et avec toutes les organisations qui sont censées avoir un mot à dire par rapport à ce qui se passe au niveau de la CEDEAO. Et comme on l'a rappelé brièvement, nous appelons à continuer le combat. Ce n'est pas un échec, ce sera un échec seulement si les gens abandonnent. Le FNDC s'est battu, les citoyens en son sein se sont battus et ceux qui en étaient externes comme nous se sont battus pour empêcher ce coup d'État. Alpha Condé a fait le forcing, mais la lutte ne fait que commencer. Tant qu'on n'abandonnera pas sa victoire, ne sera jamais finale, elle ne sera jamais stable. Donc c'est pour ça que nous terminons notre communiqué en appelant à une concertation qu'on va engager dans les jours à venir avec les sociétés civiles avec lesquelles on travaille au niveau de la Guinée et on va toucher les sociétés civiles de la région pour justement commencer à mettre en chantier un renouvellement de la mission et des chartes de la CEDEAO. Et pour le moment, notre focus va être au niveau de la CEDEAO, mais on sait qu'en Guinée, on a des conditions spécifiques que j'ai mentionnées brièvement, sur lesquelles il faudra falloir qu'on se penche, et on va le faire à travers nos émissions et à travers les actions qu'on compte entamer pour l'année 2021, pour la fin de l'année 2020 et l'année 2021 dans sa totalité.
Donc, je rappelle brièvement qu'on ne se décourage pas, le combat continue. Il y a eu des acquis qui ont montré que, au-delà des calculs politiciens et de positionnement, qu'il n'y a pas de division du peuple guinéen. Les gens sont unis contre le banditisme d'État qu'il y a chez nous. Ils peuvent différer au niveau de la gouvernance, au niveau des méthodes de gouvernance, même au niveau des personnes, mais tous les Guinéens ont ras-le-bol de ce qui se passe chez nous. Donc, c'est ces sentiments négatifs qu'on doit les exploiter pour entamer un travail sérieux de démantèlement de l'appareil de répression qui perdure dans notre pays depuis bien avant l'indépendance. Donc notre combat doit être un combat acharné pour interpeller les organisations internationales quand elles faillissent à leur mission, quand elles trahissent leurs propres lois vis-à-vis de notre pays, mais aussi entamer une réflexion profonde pour mener un combat de démantèlement de l'appareil répressif et de banditisme qui a réduit la Guinée en un État en faillite. Et quand on utilise ces gros mots d'État en faillite, de banditisme d'État, on croit que c'est une tâche impossible. Elle ne l'est pas. Et nous appelons les gens à bien réfléchir. On va engager les concertations à titre privé pour le moment et quand le temps viendra très bientôt, on annoncera la création des instances qui serviront à intensifier ce combat parce que les Guinéens ont montré totalement leur disponibilité pour se battre. Plus de 200 personnes ont payé de leur vie. Ça, c'est pas beaucoup, c'est pas rien. On ne doit pas les oublier. On doit militer pour qu'on ne les oublie pas. Et la meilleure façon de se rappeler d'eux et la meilleure façon de changer notre pays, c'est de continuer à se battre pour que ces victimes, les familles de ces victimes, rentrent dans leurs droits juridiques et que les victimes elles-mêmes soient réhabilitées comme héros et comme sacrifices de notre nation. Pour le moment, je m'arrête là. Je passe la parole au panel de la commission centrale. Et s'il y a des questions après, je suis là pour répondre. Je vous remercie. Merci, M. Ba. Et comme vous venez de le dire, on va passer la parole au panel. M. Lamine Diallo, si vous nous écoutez, on vous passe la parole. D'accord, je suis à l'écoute. Merci, Bachir, pour l'exposé. Je dois dire que nous avons décidé de faire ce communiqué-là lors de la dernière réunion de la commission centrale de Portal occidental qui se tient tous les 2 jeudis. Donc, effectivement, le communiqué montre la duplicité de la CEDEAO et son comportement, les 2 poids 2 mesures qu'elle utilise quand il s'agit de coups d'État militaires ou de coups d'État constitutionnels. Bien que la charte de la CEDEAO, telle qu'elle est aujourd'hui, interdit les changements constitutionnels qui permettent à des chefs d'État de se maintenir au pouvoir et de violer la règle de 2 mandats qui limite les mandats présidentiels à 2. On voit très bien qu'elle s'accommode pas mal de cette situation-là. Vous voyez, dans le cas de la Guinée, en particulier, malgré le combat mené au sein du FNDC pour empêcher Alpha Condé de briguer un 3e mandat, de changer la constitution à ses fins, et malgré ces crimes-là, la CEDEAO s'accommode de cette situation-là. Et au Mali, heureusement que là-bas il y a une armée républicaine, quand on enlève un gars qui montre tous les signes de vouloir devenir un dictateur là-bas, c'est qu'il viole les lois qui régissent la gouvernance du pays. Il ne suffit pas tout simplement d'être élu comme président et après d'aller faire ce que tu veux quand tu es président. Mais si tu es président de la République, tu ne peux pas te comporter comme
un despote. Tu dois fonctionner en fonction des lois du pays. Alors, c'est ce que UVK n'a pas fait. Il a voulu se transformer en dictateur, tel que c'est le cas d'Alpha Condé en Guinée. Alors, le peuple malien s'est levé. Hein? Le peuple malien s'est levé et c'est pour manifester et combattre cette situation. Hein? Alors, à la suite de ce combat-là, l'armée républicaine du Mali s'est rangée du côté du peuple. Hein? Et a levé le dictateur. Et là, on voit un tollé des chefs d'État de la CEDEAO qui disent que non, il ne faut pas faire coup d'État qui enlève un président démocratiquement élu et petit patata. Alors, mais l'armée malienne, quand même, a montré dans son passé que quand il y a un conflit entre un despote au pouvoir et le peuple malien, l'armée s'est toujours rangée du côté du peuple malien. On l'a vu le cas avec Moussa Traoré. Hein? Quand il y a eu un soulèvement populaire contre Moussa Traoré et qu'il a fait tirer sur les fous, l'armée malienne l'a enlevé. Elle a restitué le gouvernement au civil, elle a organisé des élections et a donné le gouvernement, cédé le gouvernement civil. C'est comme ça qu'Alpha Omar Konaré est devenu président du Mali, qui a fait 2 mandats et qui est parti. Alors, là encore, avec l'élection de UDK, a fait son premier mandat, il est à son 2e mandat, mais il commence à violer les lois. Donc, ce soulèvement-là, il y a eu le soulèvement et l'armée s'est rangée du côté du peuple et on l'a enlevé. Maintenant, il y a des sanctions. Quand on vient au cas de la Guinée, les lois sont claires. Hein? La Constitution est claire là-dessus. Il ne doit pas avoir plus de 2 mandats. C'est verrouillé dans la Constitution guinéenne. Et cela parce que nous n'avons, en 50 ans d'indépendance, nous n'avons eu que 2 présidents. L'un est resté 26 ans. Il a coûté à la Guinée 50 000 morts dans les plus grands cadres du pays, les plus grands entrepreneurs du pays, les plus grands notables du pays. Et il a été la cause de l'exil de plus d'1 tiers de la population et la destruction de l'enseignement de l'éducation en Guinée. Hein? Après, on a eu Lansana Conté, qui est venu à sa place, qui était pratiquement un analphabète, qui a fait 24 ans là et qui a continué à enfoncer le pays. Donc, c'est à cause de ça qu'on a verrouillé la limitation des mandats pour ne pas qu'un dictateur s'éternise en Guinée, pour combattre la dictature en Guinée. Mais voilà, Alpha Condé, depuis qu'il s'est retrouvé à la tête de l'État, il s'est comporté complètement comme un hors-la-loi. Il n'a respecté aucune règle du jeu démocratique, aucune loi. Et il a caporalisé toutes les institutions du pays. Donc, mais la Guinée étant ce qu'elle est, les gens ont pensé que bon, il va faire ses 2 mandats et partir. Mais voilà, vers la fin de son 2e mandat, il change la Constitution. Hein? Et il dit qu'il remet les compteurs à 0 et qu'il va se représenter. Hein? Et son parti est en train de réclamer non, ça c'est une nouvelle constitution, il a le droit de ça. Mais d'ailleurs, il se donne 6 ans. Maintenant, il est là à faire croire aux gens qu'il ne va pas se présenter, il pose des conditions, il faut respecter ma grand-mère, il faut respecter mon grand-père, sinon je ne vais pas accepter votre proposition que je me représente. Tout ça, en fait, c'est du cinéma. Donc, le FNDC, la société civile pour les Guinéens lambda se sont levés avec certains partis de l'opposition pour créer un mouvement qui s'appelle le FNDC. Et ce mouvement, c'était pour lutter justement contre ce changement de constitution. À mon avis, le mouvement a été un succès. On sait que toujours les dictateurs peuvent organiser des élections. Et même si c'est 100 personnes qui participent aux élections, ils vont dire que
il y a eu une participation massive et qu'ils ont gagné par 90 ou 89%. C'est ce que les dictateurs font. Mais ce référendum a été discrédité et l'élection de l'Assemblée nationale a été discréditée. Aucune organisation internationale n'est venue, n'a envoyé des observateurs en Guinée. Hein? Et il y a eu une condamnation unanime de toutes les institutions internationales, hein, et qui ont dénoncé les conditions du référendum. Donc, sur ce plan-là, je peux dire que ça a été un succès. Et tout le monde sait que ces résultats-là, publiés par le gouvernement guinéen, par le régime d'Alpha Condé, sont pas crédibles. D'ailleurs, le comble du truc, c'est que même cette soi-disant constitution qu'il a rédigée là-bas, laquelle il a fait voter les gens, c'est pas la même qui a été publiée après ce référendum-là. L'Assemblée nationale est constituée maintenant à près de 80% des gens de son parti, et puis on a repêché quelques petits partis là-bas qu'on a soudoyés pour participer aux élections. Et voilà, on leur donne des députés. Donc c'est ça. Donc c'est ça la situation actuelle. Donc je pense que si la CEDEAO était conséquente avec elle-même, elle aurait dû condamner ce qui s'est passé en Guinée et imposer des sanctions ciblées contre des éléments du gouvernement guinéen qui sont en train de forcer cette succession. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils veulent maintenant nous envoyer en Guinée une délégation pour dire négocier entre les deux parties. Mais qu'est-ce qu'il y a à négocier entre la vérité et le mensonge? Qu'est-ce qu'il y a à négocier entre ces deux-là? Hein? Pourquoi d'ailleurs les Guinéens de l'opposition, le FNDC, reçoivent même des gens de la CEDEAO? Ils sont venus là-bas pour parler d'élection. Hein? Pourquoi ne pas leur claquer la porte et continuer le mouvement? Hein? Et de l'autre côté, hein? Comment se fait-il que la CEDEAO refuse de se prononcer, la Cour de justice de la CEDEAO refuse de se prononcer sur la plainte déposée par le FNDC pour qu'elle condamne en fonction de ces tests la Guinée pour avoir organisé ce référendum-là, avec ce fichier électoral que tout le monde sait. Refuse de se prononcer sur les crimes qui ont été commis. Et elle veut maintenant, comme notre déclaration l'indique ici, envoyer pour parler d'élection. Mais de quelle élection ils parlent? Avec le même fichier électoral que eux-mêmes ils n'ont pas accepté au cours du référendum. Ce fichier électoral que eux-mêmes ils ont dénoncé. Donc, à mon avis, il faut que cette CEDEAO soit réformée en profondeur. Et comme le dit la société civile malienne, pour qu'elle soit une CEDEAO des peuples de la CEDEAO, pas une CEDEAO des chefs d'État. Et en fonction aussi de la proposition qui est dans notre déclaration, que les parlementaires de la CEDEAO soient élus au suffrage universel. Et que même son secrétaire général découle de ce suffrage-là, pour qu'il ne soit pas l'instrument d'un parti politique ou d'un gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Je vais souligner aussi une chose, que c'est dans les pays francophones de la CEDEAO, les pays francophones membres de la CEDEAO, qu'il y a ces changements de constitution-là et ces gens qui violent la limitation des mandats. Parce que dans les pays anglophones que nous avons, il y a une alternance, il y a des régimes démocratiques. Que ce soit au Nigeria, au Ghana, en Sierra Leone, au Libéria et même en Gambie. Il y a la démocratie s'est établie. Et dans tous ces pays, pratiquement, à part la Gambie, où on verra, parce qu'il n'y a jamais bien de parti, il y a une alternance démocratique. Il y a eu des élections. C'est dans les pays francophones qu'on a encore ce débat. On a encore des gens qui violent cette limitation. Hein? Nous voyons ce qui se passe en Guinée.
Nous avons vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire à côté. Hein? Et votre Ouattara qui revient sur sa parole. Hein? Nous voyons ce qui se passe au Togo. Hein? Avec encore il y a des mal là-bas. Il y a une famille au pouvoir. Hein? Bon. Maintenant, au Mali, ça avait commencé à aller. Il y a eu un coup d'État qui a été organisé contre ATT à 4 semaines des élections, alors qu'il n'était pas candidat pour sa propre succession. Il n'était pas candidat. Mais il y a eu un coup d'État qui a été organisé dans des conditions douteuses. Hein? Alors, au lieu de laisser le processus démocratique et un président soit élu. Donc, il y a cette guerre civile qui est là-bas. Il y a ces massacres de civils, de populations, des massacres ciblés contre des populations civiles, particulièrement contre les peuples. Hein? Et qu'on se rend compte, d'après le rapport des Nations Unies sur les enquêtes, ce qui s'est passé à Obosadougou, que ce sont des généraux maliens qui sont complices, hein, de ces groupes de milices qui s'attaquent au village et aux villageois. Donc, c'est cette situation que nous avons avec la CEDEAO et surtout avec les pays francophones de la CEDEAO. Donc, il faut absolument que la CEDEAO soit réformée pour qu'elle n'accepte à son sein que des pays où il y a des élections démocratiques, où il y a une alternance démocratique. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas aller vers le développement de l'Afrique. Tant que la loi est violée en Afrique, tant que les petits dictateurs s'imposent là-bas, ils restent là-bas et encouragent la corruption, parce qu'ils ne peuvent rester là-bas que par le biais de la corruption. Tant que c'est ça, nous ne pouvons pas. Regardez le cas de la Guinée, qui est cette brebis galeuse de cette communauté-là. Hein? Avec un pays doté de toutes les ressources naturelles qu'on peut imaginer, mais qui aujourd'hui est le dernier pays de la CEDEAO, avec un bandit à la tête et des premiers ministres qui ont des faux diplômes et contrôlent ces choses-là. Pourquoi on peut tuer des centaines de Guinéens et la CEDEAO ne tranche pas ça, ne dit pas un mot? Une plainte est déposée à la Cour de justice de la CEDEAO. Une Cour de justice qui est supposée être indépendante. Elle ne dit rien. Elle se tait là-dessus. Elle s'assoit sur le dossier là. Elle n'en parle pas. Pourquoi la justice, toujours quand il s'agit de la Guinée, la justice doit attendre? Pourquoi c'est en Guinée que nous avons encore les criminels du 28 septembre? Les gens qui ont commis les crimes du 28 septembre sont là, encore, membres du gouvernement guinéen, membres des forces de sécurité, protégés par le chef de l'État de la Guinée. Et que la CEDEAO ne pique un mot de cette situation-là. Ils s'en moquent, ils n'en parlent pas. Nous avons un dossier déposé à la Cour de justice de la CEDEAO pour les cas de Kapororaï. Destruction illégale des propriétés des citoyens guinéens. Là encore, la Cour de justice de la CEDEAO ne se prononce pas. Elle ne fait rien pour aller, elle dit toutes les excuses du monde pour ne pas aller en Guinée et faire une visite du terrain. Hein? Des lieux pour voir les lieux du crime. Rien. Alors qu'elle est là, elle est prête à envoyer une délégation en Guinée pour parler d'élection. Pourquoi 2 juges ne peuvent pas se lever à aller à Conakry et constater, faire une visite de terrain? Hein? Alors qu'ils sont là à aller au Mali à côté. Tous les chefs d'État. Ils font des visites-conférences. Hein? En passant d'ailleurs, je salue la déclaration de Mbalo, qui a rappelé à Alpha Condé, à Ouattara, que s'ils doivent punir le Mali, les militaires maliens, pour avoir fait un coup d'État, pour appuyer la demande du peuple malien, alors ils n'ont qu'à condamner aussi les
changement de constitution, le troisième mandat là-bas, ils n'ont pas imposé des sanctions aussi cumules les gens là. Je le salue son courage pour avoir dit ça à la réunion des chefs d'État, parce qu'ils se réunissent pour se mentir entre eux là-bas, pas pour le bien-être de leur peuple. Donc, c'est ce que nous mettons sur la table. Nous encourageons les membres du FNDC qui veulent continuer cette lutte-là pour le départ d'Alpha Condé. Nous les encourageons à continuer ce combat. Parce que c'est un combat noble. C'est un combat pour l'avenir de la Guinée. C'est un combat pour l'état de droit. C'est un combat qui va mettre fin au président éternel là-bas. C'est ce combat-là qui doit être continué. Il ne faut pas que les échéances électorales fixées par Alpha Condé et son gouvernement soient leur échéance à eux. Ce combat-là doit continuer. Alpha Condé doit être considéré comme un despote. Et les despotes, nous en avons eu en Guinée. Et ce combat doit continuer contre les despotes. C'est ce que nous demandons à la section, aux membres du FNDC qui veulent continuer ce combat. Et nous décourageons aussi les partis politiques à aller légitimer Alpha Condé en participant à des élections le 18 octobre. Parce que cela sera une mauvaise chose, un mauvais précédent pour la Guinée. Donc, c'est ça, personnellement, c'est cette partie de mon opinion. Et nous allons tout faire pour appuyer et organiser et aider à renforcer ce combat-là pour empêcher ce despote-là de s'installer au pouvoir. Donc, je vais m'arrêter là et de continuer toujours à remercier Fréquence Gandal pour sa disponibilité et remercier aussi et saluer les auditeurs de cette radio-là et remercier tous les membres de la commission centrale de Port-Alfred Central et l'organisation, les membres de l'organisation elle-même pour le combat qu'ils sont en train de mener, qu'ils ont mené depuis des années pour l'émergence d'un état de droit en Guinée. Donc, je vous salue. Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. En retour, nous vous remercions vous aussi pour avoir, grâce à votre leadership, cette organisation continue sa mission, qui n'est pas facile. Mais on va gagner la mission. On va gagner le combat. Alors, monsieur Thierno Ibrahima Diallo, si vous nous écoutez, on vous passe la parole pour votre contribution. Je vous remercie, M. Barry. Je salue tous les collègues de la commission centrale. Et nous remercions aussi surtout Bachir Ba pour le temps qu'il prend pour rédiger nos déclarations. Et nous disons aux auditeurs que Port-Alfred Bantal-Fouta Diallo ne va jamais se taire devant les violations des droits de l'homme. Et en Afrique, principalement en Guinée. Donc, la CEDEAO a vraiment montré ses faiblesses, a toujours montré ses faiblesses, mais cette fois-ci, vraiment, elle a risqué de se mettre à nu. Et tout le monde a vu l'injustice qui caractérise cette grande organisation de l'Afrique de l'Ouest. Et quand il commence à parler de sanctionner la junte du Mali, pourquoi ils n'ont pas sanctionné d'abord Alpha Condé pour avoir violé carrément la constitution guinéenne et ensuite tué devant tout le monde, tuer les enfants du pays, tuer les citoyens du pays pour pouvoir changer la constitution nationale. Normalement, un président n'est pas autorisé à changer la constitution.
c'est le peuple seulement qui doit changer une constitution. On peut amender une constitution, mais changer la constitution, je pense que vraiment, surtout à la fin du mandat de Alpha Condé, obtenu au forcing. Et vous savez que Alpha Condé n'a jamais gagné une élection en Guinée. Jamais. Aucune élection. Personne ne peut croire à ce que je suis en train de dire ici, mais c'est ça la vérité. Bon, il a toujours manipulé les élections, surtout depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il a dit un jour que comment pouvez-vous, l'opposition est en train de se tromper, comment peuvent-elles croire que je gagne des élections, je ne suis pas président, et que je suis président, maintenant je perds une élection. Lui, c'est lui-même qui l'a dit. Ça veut dire que tout ce qu'il a obtenu, c'est par astuce. Maintenant, nous félicitons l'armée malienne qui s'est toujours mise à la disposition des populations du Mali, non pas s'est jamais rangée du côté du pouvoir. La différence entre l'armée malienne et l'armée guinéenne, elle est grande, mais ce n'est pas facile de reprocher l'armée guinéenne parce que l'armée guinéenne a été démantelée par Sékou Touré. Il a tué tous ceux qui connaissaient quelque chose dans l'armée. Il a remplacé ses membres compétents par des gens qu'on a ramassés par-ci, par-là. Et il les a d'abord humiliés. Et pendant tout le temps qu'il était là-bas, il allait rencontrer un militaire avec une tenue déchirée et chiffonné complètement, et puis on le fait croire qu'il est surveillé. Donc c'est quelqu'un qui a toujours peur. Ce n'est pas quelqu'un qui est au service de la nation. L'armée guinéenne est considérée comme une milice au service du président de la Guinée. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas donc, c'est différent entre l'armée malienne, c'est la différence entre l'armée malienne et l'armée guinéenne, et parce que l'armée malienne est une armée de dignité, de fierté. Les autres là, c'est des gens qui ont été effrayés, dépourvus de tous les droits. C'est quelqu'un qui ne pouvait avoir qu'un sac de riz à la fin du mois, un sac de riz et peut-être un bidon d'huile ou quelques litres d'huile, en tout cas, et quelques paquets de sucre. C'est tout ce qu'il avait droit. Des tenues pouvaient venir peut-être à chaque 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Un militaire n'a que 2 tenues. Donc, c'est difficile. Maintenant, nous remercions les chefs d'État de la CEDEAO qui ont eu le courage de dire non à Alpha Condé et à Ouattara. Des gens qui se moquent de leur population. Des gens qui se moquent carrément des pays qu'ils commandent. Ils n'ont aucune considération pour les institutions nationales, ils n'ont aucune considération pour les populations qui vivent dans le pays et qui sont les propriétaires du pays. Normalement, ce sont seulement les peuples-là qui doivent désigner ceux qui les gouvernent. Quand tu vois qu'un Alpha Condé demande à ce que l'on permette à IBK de terminer son mandat, et tout le monde sait comment IBK, le deuxième mandat, comment il l'a obtenu. À l'approche des élections, il a envoyé, je me rappelle, il a envoyé un commando à l'intérieur du pays. Ils ont pris un bébé albinos. Ils ont fui. Les populations du village ont poursuivi. Avant d'arriver, quand ils sont arrivés à un certain niveau, ils ont égorgé le bébé. Ils ont jeté et ils ont pris la fuite. Dieu seul sait ce qu'ils ont pris dans le corps de ce bébé albinos. Donc, ce sont des sacrifices interdits par la religion
Ce sont des sacrifices comme ça qu'il a utilisés pour avoir le deuxième mandat. Et nous savons que jusqu'à aujourd'hui, ce qui est arrivé à Soumaïl Cissé, son opposant. Donc, comment celui-là, on peut avoir pitié de celui-là et parler de le laisser terminer son mandat? Quel mandat? C'est-à-dire qu'il n'a aucun mandat. Le peuple a contesté son pouvoir et c'est terminé. Nous demandons au FNDC de continuer le combat en Guinée et que tout le peuple s'élève, qu'on continue le combat jusqu'à ce que Alpha Condé quitte le pouvoir. Alpha Condé n'est plus légitime, son gouvernement n'est plus légitime, la mission de la CEDEAO est nulle et non avenue, ils sont venus pour rien, ils savent que l'homme là a violé la constitution guinéenne et il a tué les enfants du pays, donc je ne vois pas comment ils peuvent envoyer une mission pour négocier entre Alpha Condé et qui? L'opposition et quel pouvoir? C'est-à-dire ils veulent parler d'eux. Alors, je crois que les Guinéens doivent maintenant prendre leurs dispositions et savoir que le pays appartient seulement au peuple et non au président, et non au premier ministre, et non aux membres du gouvernement. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie, Cher Ibrahima Diallo. Merci, M. Thierno Ibrahima Diallo. Donc, on va passer la parole au panel de la grande radio Gandal. Et la Sankarela, nous passons la parole pour vos contributions. À vous et à Ella Ibrahima. Ok, Ella Ibrahima, allez-y. Alors? Je pense que tout a été dit. Ce qu'il y a, c'est que seulement il y a une révélation en cours. Je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est la sortie de Kiridi Bangoura qui reconnaît que le vote de 2010, la présidentielle de 2010, a été complètement truqué par Sekouba Konaté en faveur de Alifa. Que va faire la CEDEAO dans ces conditions? Et que doit-on faire, bien que ce soit passé? Parce que ces élections, il y a des élections à venir. On sait que les élections n'ont jamais été des élections claires en Guinée. Alors la situation est très grave. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations comme ça, où les révélations sont claires et nettes, et c'est les commanditaires et les exécutants qui reconnaissent qu'ils ont organisé un vol des élections. Et c'est ce qui continue. Et qu'est-ce que la CEDEAO devrait faire dans ces conditions? Ça, c'est une question posée par Ella Sankarela. Donc, la parole est à qui veut répondre à cette question. Bachir, M. Lamine, M. Thierno Ibrahima, et vous. Qui faut répondre à cette question? Je ne sais pas, effectivement. Quand j'ai eu la même réflexion dans ma tête quand j'ai écouté la vidéo. Bon, c'est dans ce sens qu'il faut qu'on continue les concertations pour explorer légalement ce qui est possible, comment exploiter cette preuve. Et c'est pour ça qu'on appelle les gens à se mobiliser et à prendre comme première cible de notre combat la CEDEAO, parce qu'elle a validé ces élections, pas elle seule bien entendu, et de maintenant voir la personne qui a été lésée elle-même, quelles sont ses considérations, qu'est-ce qu'elle pense, et surtout, réveiller le spectre de cette tricherie et montrer l'escroquerie d'Alpha Condé qui s'est affublé du titre de président
premier président démocratiquement élu en Guinée. Et donc la mobilisation et l'information doivent aller de pair. Seulement entendre se taire et rire dans son coin ou se désespérer dans son coin, ça n'apporte absolument rien. La question que Elaï Sankarla a posée est extrêmement valide. Elle fera partie de notre arsenal de combat. C'est pour ça que on ne peut pas avancer ici une solution rapide, mais on va pouvoir explorer toutes les ramifications que cette nouvelle révélation apporte dans le combat qu'on compte entamer justement pour empêcher que notre pays n'aille à la dérive totale avec la présence d'Alpha Condé. Ça, faut que chacun de nous mette dans sa tête qu'on a suffisamment de billes, on a suffisamment d'arguments, on a suffisamment de force aussi pour contrer Alpha Condé à partir du pouvoir et à remettre notre pays sur les rails. Si on met ça dans la tête, eh bien, tous les jours qui arrivent montrent que nous ajoute quelque chose, un ingrédient à notre combat. La division qu'on voit au niveau des présidents de la CEDEAO, eh bien, on a vu que Macky Sall aussi a refusé de cautionner des sanctions. On a vu qu'il se faut rigoler quand il a entendu Ambalo parler. On sait que Boari est totalement acquis à l'idée que le coup d'État en Guinée doit être sanctionné. Donc il y en a beaucoup d'éléments qu'il faut exploiter de façon très judicieuse, sans nous décourager, avec intelligence et perspicacité. Donc la question que Elaï Sankarla est totalement valide, elle vient à point nommé, et puis bon, on va continuer à nous battre. C'est un élément majeur qui devrait encore venir nous encourager à continuer le combat auquel on appelle les gens, puis bon, et pour lequel on affirme être entièrement prêt et entièrement à leur disposition. Merci. Ouais, j'aimerais commenter là-dessus aussi. Allez-y. Alors, donc, j'allais dire que si ça c'était une médaille d'or à la suite de certains jeux tels que les Jeux olympiques, on allait retirer la médaille à Alpha Condé et la remettre à celui qui est venu en deuxième position. Mais malheureusement, c'est pas ça le cas. Il a fait ses 10 ans, il a fraudé, donc on le savait, et on l'a maintes fois dénoncé ici, ça a été maintes fois dénoncé ici à Fréquence Scandale et partout. Et cela aujourd'hui, cette fuite-là a fait qu'on sait maintenant comment ils ont fraudé. Et que ce bonhomme de Sekouba Condé qui assurait la transition ne jouait pas franc jeu, n'était pas neutre et qu'il jouait en faveur d'Alpha Condé. Donc cela encore prouve, si c'est nécessaire encore, que Alpha Condé a fraudé aux élections de 2015. Hein, c'est un fraudeur. Et il a l'intention encore de frauder. Cette fois-ci, il a fraudé au référendum. Ça a été prouvé. Pratiquement le référendum et l'élection de l'Assemblée nationale. Et là encore, il se prépare encore à frauder. Et donc, c'est encore une preuve de plus que si quelqu'un l'accompagne à ces élections-là, c'est pour tout simplement légitimer cette fraude. Maintenant, comme solution, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense que le FNDC, les partis politiques d'opposition, surtout les gens qui ont été trichés, devraient déposer, avec ces preuves-là, une plainte au niveau des institutions qui sont venues accompagner ces élections, pour qu'il y ait des sanctions. Et comme Bachir l'a dit, nous devons intégrer cette nouvelle-là dans le combat. Hein? Mais normalement, dans un état de droit, Kiridi Bangoura, l'ambassadeur qui est en France, là, et les autres, Sekouba Konadé, devaient apparaître devant une cour de justice pour venir s'expliquer. Parce que c'est eux-mêmes qui, ça a été dit par Kiridi là-bas, et tous ils ont cautionné ça. Même l'ami obscur de Konaté là, hein, est venu dire la même chose. Bon, mais c'est ce que vous voulez. Comme la Guinée est une brebis galeuse de trucs, des intérêts financiers, des intérêts miniers sont venus se mêler de ça et ont installé le bonhomme qu'ils voulaient à la présidence. Et aujourd'hui, on voit les conséquences.
hein. C'est le pillage total des ressources minières du pays. Hein. La région de Bokeh est complètement délabrée. Hein. Toutes sortes de bandits sont tombés sur ces ressources naturelles-là et sont en train de détruire la flore dans ce truc et appauvrir la population. Vous voyez l'état des routes en Guinée. Vous voyez le contrat de Simandou. Tout. Hein. Vous voyez les tueries qui se passent là. Donc tout ça, ce sont les conséquences de cette fraude électorale qui s'est passée. Donc je pense que nous allons complètement réfléchir à ça. J'espère que les partis politiques de l'opposition vont s'organiser pour prendre des actions contre cette situation-là. Et au moins exposer et demander que ces gens la rendent compte. Donc je vous remercie. Ok, évidemment. Moi aussi, je pense que par rapport à cette question de la Sankara, je pense que la victime directe aussi ne doit plus garder le silence. Parce qu'en fait, quand tu es candidat à une élection, tu as toi aussi tes PV, et tu as ton décompte, tu as fait ton décompte. Il ne faut pas laisser donner la parole, la chance à des menteurs, à des manipulateurs de dire ce qu'ils veulent, sans que toi aussi tu nous dises en fait ce qui s'est passé. Mais je pense quand même que le conseil qu'on doit donner aux candidats, aux futurs candidats, c'est quand ils prennent part à des consultations électorales, évidemment qu'ils puissent dire en fait leur position par rapport aux résultats. Et en fait, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas en fait, sans l'annulation de Ratoma, combien les candidats avaient gagné. Ça, chaque candidat doit dire en fait, je crois, combien il avait gagné. Et maintenant, c'est ainsi qu'on pourra situer la responsabilité sur une possible fraude. Mais je pense qu'on ne doit plus garder le silence et laisser les manipulateurs continuer à dire ce qu'ils veulent toujours raconter. Est-ce que Elhadj Ibrahima est là? Attention. Présent. Ouais, il est là, mais attention, je précise que c'est Kiridi Bangoura qui a expliqué comment ils ont opéré. Et c'est sa voix devant l'ambassadeur de Guinée en France et devant Konaté. Konaté qui a reconnu les faits en même temps. Écoutez la vidéo, vous comprendrez. C'est pas que il y a d'autres enquêtes à faire. C'est des gens qui ont reconnu les faits. Il explique comment ils ont opéré. On a écouté la vidéo. Hein, oui, c'est ça. On a eu la même chose. Il n'y a pas à dire on l'a que eu c'est aujourd'hui, quelque on l'a chose d'autre. écouté. Il reconnaît les faits. Il dit qu'il était à la base et que c'est lui qui dirigeait les opérations avec Konaté. Alors, là, on continue. Effectivement. Ok, je vous remercie. Je salue tous les auditeurs de Fréquence Scandale et bonsoir à la commission centrale de Portal Mental et bravo encore pour le communiqué. Et bienvenue et comme d'habitude, vous êtes chez vous. Alors, le cas de la CEDEAO, c'est quelque chose de très honteux. Monsieur Diallo Lamine m'a devancé un tout petit peu. C'est le comportement ridicule des francophones dans ces institutions internationales, régionales, africaines. Nous avons vu plusieurs fois les Français, les francophones se faire dégager au niveau des institutions africaines, sous-régionales. Je donnerai 2 à 3 exemples. Il était question qu'à l'OUA, que le secrétaire général soit toujours un francophone. Ça s'est raté suite à une incompréhension entre francophones. Dans ce moment, que Salim, le Tanzanien,
Salim, Ahmed Salim, quelque chose comme ça, a remplacé Zoé Kangati. Et le Nigérien Ide Oumarou était venu aussi. Mais avant là-bas, il y a eu la BAD. La BAD devait avoir son siège dans un pays anglophone et le président devait être un francophone. Il faut à court-circuiter tout ça pour que la BAD ait son siège à Abidjan en disant qu'ils ont offert le terrain, même le bâtiment. Et croyez-moi que le président de l'époque, qui était Abdelaziz Labidi, un Tunisien, a été remplacé par un Ghanéen, ce qui a favorisé l'entrée de beaucoup de Ghanéens à l'époque. M. Diallo Lamine était à Côte d'Ivoire, j'y étais. Aussi, il y a ce cas au niveau de la CEDEAO. Et Dieu sait que j'ai assisté à des sommets de conférences de chefs d'État. J'ai eu la chance d'être à Addis Abeba en 87. Lorsqu'il y a eu un sommet de l'OUA, il y a eu la proclamation solennelle devant toute l'Afrique avec des invités de la République populaire démocratique d'Éthiopie avec Mengistu. J'ai eu à séjourner en Suisse et avoir un travail temporaire dans certaines institutions internationales lors des assemblées générales de ces institutions. Comment les transactions se faisaient, comment l'Afrique était divisée entre pays anglophones et autres. Mais c'est toujours les francophones qui se faisaient ridiculiser. Comment? C'est dommage. C'est la francophonie qui a coulé la Guinée aussi, avec le général Sangaré du Mali, la complicité de Sekouba. La CEDEAO était là, c'est tranquille. Mes frères et sœurs, ce syndicat de chefs d'État, ça suffit. M. Diallo Lamine a donné des exemples suffisants. Dans cette famille de Togo, là, et autres. D'un Karim Ouad à un Karim Keïta, vous avez compris aussi, c'est pas loin. Bon, Ouattara veut s'accrocher au pouvoir. Là aussi, c'est un autre problème. Mais la CEDEAO, c'est fini pour elle. À mon humble avis, pour ce qui est de ces élections, il faudrait, je crois, faire sauter, pas un fusible, mais il faudrait bien, comme au jeu de dames, il faudrait donner 2 pions pour avoir 3 ou 4. Il faudrait créer une confusion. Ouattara s'était dit qu'il ne se présenterait pas. Il a dit qu'il laisserait sa place à la nouvelle génération et il a dit aussi qu'au cas où Dieu se présenterait, il serait candidat. Rappelez-vous qu'Alpha Condé a dit qu'il n'est pas prêt de laisser le pouvoir entre les mains de bandits. Et n'oublions pas que Sidia est venu en 2e position avec ce truc de Kilidi là, et il a été récupéré. Mais n'oublions pas aussi que la minute qui a suivi la proclamation des résultats de 2010, et là, Sankarela qui l'avait transmis en direct, a immédiatement dit réaction à chose, dit les chiffres n'ont pas été reportés. C'est-à-dire que les électeurs du FR n'ont pas voté pour l'UFDG. C'est vrai que l'atome a été supprimé, et il faut savoir aussi que tous les états-majors politiques avaient leurs chiffres. Et que tout était préparé pour assassiner comme ça se fait actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, les circonstances dans lesquelles le perdant du 2e tour a accepté sont différentes des conditions actuelles. Il y avait une mafia qui était autour d'Alpha Condé
une mafia régionale qui était là, parce qu'il fallait créer le Grand Manding, et pour cela, il faut conforter la Guinée en mettant un Malinké à la personne d'Alpha Condé. Et Tidjane Kaba et Baï Kroma venaient de gérer la Sierra Leone. Ils vivaient sur Yaya Jammeh, et Ibeka était en chemin. Il avait cessé même de parler Bambara, il s'exprimait comme Malinké, et que Ouattara était au sud, là. Donc, et il semble aussi que le fils de la dame de Libéria était proposé comme candidat à la succession de sa mère, et qu'il aurait du sang mandingue. Alors, c'est un peu compliqué quand il s'agit de parler des principes, des lois, des articles autres. C'est écrit sur papier, tout le monde voit. Qui veut respecter, qui ne veut pas ne respecte pas. Mais quand il s'agit de se lever, de dire non, on n'en peut plus, on n'en veut plus, ça aussi, c'est des lois non écrites. C'est des lois non écrites qui nous sont fournies par la nature, l'instinct de conservation, vu que nous appartenions au règne animal. Il est question de leadership, il est question d'instinct de conservation. Croyez-moi que quand ça boue beaucoup, le couvercle va sauter. Le 27 août 1977 nous est suffisamment éloquent en Guinée. Et là, ça suffit. Au Mali, on sanctionne le Mali parce que le peuple a dit non, on n'en veut pas. Et ces chefs oublient que la matérialisation de Dieu sur terre, c'est le peuple. C'est qu'au moins avait l'intelligence de dire qu'il n'a peur que de Dieu et du peuple. Alpha Condé dit qu'il n'a peur que de Dieu. Même le peuple n'en a pas peur. Je ne sais pas jusqu'où il va comprendre, mais laisser ne pas aller aux élections, c'est être hors du ring. C'est être hors du ring. Il faut être dans le ring pour réclamer une victoire ou bien réclamer une fraude. Les supporters, eux, vous savez, quand les supporters ou bien les hooligans font des trucs dans le terrain, hein, c'est eux que les forces de l'ordre viennent chercher, ce n'est pas les équipes. Alors, c'est un peu délicat, c'est un casse-tête chinois. Je vous salue, je suis à côté, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent venir. S'il n'y a pas d'intervenant, nous avons des questions. Allez-y. Je voulais juste rajouter au niveau de la CEDEAO aujourd'hui, bon, il faut voir qu'il y a des divisions et puis que la CEDEAO a dégénéré. Elle a joué un rôle assez positif il y a une quinzaine d'années. Depuis 15 ans, elle dégénère. Donc, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pousser, notre rôle c'est de pousser pour qu'elle soit réformée et qu'elle joue un rôle. Parce qu'elle aura toujours un rôle à jouer. Et un rôle politique, elle est passée d'un rôle économique, comme j'ai écouté une interview de Cheikh Tidjane Gadio aujourd'hui, où il montrait justement qu'on lui a alloué un rôle économique, après la glisser sur un rôle politique. Pour lui, c'est la raison de ces échecs. Moi, je ne crois pas. L'Union européenne, c'était la même chose. C'était une communauté agricole au début. Ensuite, ça a été une communauté européenne économique. Après, ça a été une communauté politique, avec une monnaie unique, avec un parlement, avec des lois et un tribunal. Donc, rien n'est impossible. C'est un outil qui va aider si les sociétés civiles s'en emparent et qu'ils en font leur outil. Si on laisse comme un club, on nomme les chefs d'État qui nomment, qui révoquent, qui bloquent les budgets, qui refusent de payer, eh bien tout ça, ça fait partie du combat de démocratisation de l'Afrique. C'est à nous de contribuer efficacement pour renforcer cet outil et ne pas le laisser dégénérer entre les mains de bandits. Ça va beaucoup aider. À mon avis, c'est un combat de longue haleine, bien entendu, de génération en génération, mais il n'y a rien de plus exaltant que de s'engager dans des combats de longue haleine, dont on sait que chaque pierre qu'on y met va favoriser
l'émancipation des gens qui sont opprimés et qui n'ont aucune autre voie de recours. Et ce que je voulais rajouter sur ce qui est de la CEDEAO, et pour ce qui est de la question relevée par Elaï Sankarla qui est valide, les preuves, on les a. Maintenant, c'est à nous de chercher les recours judiciaires possibles par rapport à ces preuves. Et c'est ce débat-là qui aussi fera partie de notre combat et sur lequel on va se pencher en appelant les experts en droit, les experts en droit communautaire, les experts en droit législatif, en droit électoral, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mais en tout cas, c'est une pierre qui nous est offerte aujourd'hui pour notre combat. Reste à savoir si on va l'utiliser. Et moi, je crois qu'on est dans le devoir de le faire, sans attendre même que la victime personnelle, qui est le perdant par rapport à Alpha Condé de Bush, parce que c'est loin d'être son seul combat. C'est notre combat à nous tous. Si on tolère que des bandits volent des élections et s'installent dans notre pays, s'il y a des gens qui sont prêts à le tolérer, eh bien nous, on ne l'acceptera pas. On va utiliser le maximum de recours possible pour ajouter ça dans nos réclamations et mettre la CEDEAO face de ses responsabilités parce qu'elle a validé ces élections et lui montrer son tort si c'était une erreur, si c'est un crime. Même s'ils ne le punissent pas, on va lui montrer que c'est un crime. L'avenir va gérer les criminels, Inch'Allah. Merci. Donc, je rajouterai aussi, Bachir, si vous me permettez, justement par rapport à cette suite-là, cet audio que nous avons eu aujourd'hui, que les deux principales victimes de cette situation, c'est l'IFR et l'IFDG. Parce que la vidéo parle du fait qu'on ait recalé Sidi Touré en faveur d'Alpha Condé pour l'amener au deuxième tour. Donc, il y a aussi le fait que, effectivement, cette Cour suprême qui était à la solde d'Alpha Condé a éliminé Ratoma pour bloquer la victoire de l'IFDG au premier tour. Donc, il reviendra donc à ces deux organisations, à ces deux partis politiques-là de s'asseoir et ensemble de voir ce qu'il faut faire au niveau des institutions qui ont accompagné ces élections-là. Il n'y avait pas que la CEDEAO, il y avait les Nations Unies, il y avait l'OIF. Et donc, c'est toutes ces personnes-là qui sont venues et qui ont fermé les yeux sur toutes les violations qu'il y a eu, même entre les deux tours, le vol des ordinateurs au niveau de la CENI. Le fait que les bulletins de vote ont été gardés dans un camp militaire et ça a pris feu. Donc tout ça, ça dénote vraiment une négligence de ces institutions internationales-là qui sont là pour accompagner des fraudes électorales, effectivement. Donc ça doit pas, on ne doit pas laisser ça passer. Et il faudra que ces deux partis politiques-là aussi se prononcent sur ça et prennent des actions. Je pense que ce sera une très bonne chose. Merci. La Sankarela, si vous voyez Baïlo ou bien s'il y a un intervenant avant qu'on ne passe aux questions. Ok, une question. Puisqu'on sait ce que vaut la CEDEAO, Bachir, que penses-tu de la Cour de justice de la CEDEAO? La Cour de justice, c'est l'enfant mal loti de la CEDEAO. À un moment donné, elle avait beaucoup de moyens et ces moyens ont été réduits petit à petit. Justement, c'est le fonctionnement même qui fait que la Cour dépend, dans ses moyens, des attributions financières votées par les chefs d'État. Ça a été exactement le niveau de l'OIA. Ils transforment une organisation qui est supposée être supranationale à une organisation administrative. L'OIA aussi, le secrétaire général, c'était un secrétaire général administratif. Donc c'est les chefs d'État qui donnent les billes, qui refusent de donner les billes. Par exemple, la Cour, elle devait avoir plus de 7 juges.
le budget, vu qu'il y a des États délinquants qui ne payent pas, eh bien, ils sont réduits à avoir seulement 5 juges et à avoir des charges de travail qui sont énormes. Donc là, c'est des lacunes. Ça ne veut pas dire que les cadres qui travaillent, qui sont très compétents, très intègres, ils travaillent avec les moyens de bord. Donc, c'est la Cour, son efficacité est limitée par justement ce pouvoir exorbitant qu'ont les conseils des ministres et les conseils des chefs d'État. C'est ce truc-là qu'il faudra arracher petit à petit en le dénonçant. Et ce n'est pas une tâche impossible parce que on sait que la CEDEAO est financée en bonne partie par les États-Unis et par l'Union européenne. En allant en faisant du lobbying, comme on a commencé à le faire, ça je peux le dire, on a commencé à en parler, eh bien, en faisant du lobbying pour que ces puissances-là exigent des réformes, on aura des résultats et dans pas mal de temps, et dans pas longtemps. Donc il y a beaucoup de choses à faire. La Cour actuellement elle est limitée dans ses effets, mais elle a prouvé qu'elle est capable d'être indépendante, sauf quand les dossiers, quand on se laisse faire. Alpha Condé a des pions là-dedans, on le sait. Donc pas à la Cour, mais bon au niveau de la CEDEAO qui joue les empêcheurs de tourner à rond. Mais ça aussi, ça fera partie de notre combat. Sinon, la Cour, c'est un instrument, comme l'instrument de la CEDEAO, c'est un instrument à améliorer. En faisant un lobbying intelligent, on arrivera à avoir des résultats, à la débarrasser de ces insuffisances. Ok. Ok, merci. Je vous rends l'antenne. Ok. Merci, Ella Sankarela. Donc, je vais maintenant poser une première question concernant toujours la résistance, disons, que la CEDEAO a rencontrée, disons, dans les deux pays, au Mali et en Guinée. Selon vous, dans quel des pays il y a eu la CEDEAO a rencontré plus de résistance et pourquoi? Est-ce que ça tient compte de l'histoire du pays ou bien de la maturité de la société civile? Parce que nous n'avons pas fait état de l'armée, de la qualité de la formation militaire. Et que pensez-vous encore du rôle des sociétés civiles de la Guinée et du Mali par rapport à cette position de la CEDEAO? Moi je crois que la société civile guinéenne a été totalement laminée par Alpha Condé. Ça a été une entreprise qui l'a menée de façon très très efficace et réduite à son néant. C'est nous qui faisons partie de société civile, malgré notre éloignement physique du terrain. C'est nous qui continuons à ce combat, autant qu'on peut. Donc, il y a une très grande différence. Et quand on voit la qualité des intervenants de la société civile malienne pendant cette crise, on voit l'argumentation logique qu'ils élaborent. Ça nous ramène à une autre tare de notre société, le sabotage de l'enseignement, la promotion de la médiocrité, et qui fait que aujourd'hui, eh bien, quand vous entendez des cadres maliens parler et des cadres guinéens, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas que les Maliens soient plus intelligents que les Guinéens, mais les Maliens n'ont pas subi cette razzia culturelle que Sékou Touré a opérée dans notre pays. Et quand vous voyez un jeune officier de 30 qui n'a même pas la quarantaine, celui qui est le chef de la junte militaire, qui a une formation solide, qui est la tête sur les épaules, quand on le compare à des gens qui sont plus âgés comme les Konaté, il y a de quand même avoir les larmes aux yeux. On a une société qui a été totalement laminée de l'intérieur par les régimes, principalement par le régime de Sékou Touré. Et ça, c'est une carte qu'on traîne. Si on ne la reconnaît pas, si on ne l'admet pas, eh bien, on restera à nous ronger les doigts. Donc, il faut qu'on aille à la source, qu'on comprenne
qu'on a des médiocres à tous les échelons de l'État. Parce qu'on n'a que ça. Il y a une médiocratie, la valeur du personnel politique, la valeur du personnel même religieux. Vous voyez comment les imams du Mali comparés aux imams de la Guinée. Donc on a un combat énorme à mener. J'en relate la profondeur, non pas pour décourager les gens, mais pour montrer que si on ne s'attache pas à identifier, si on reste négligent, eh bien, on restera à la traîne des bandits. Parce que les bandits, c'est ça, ils viennent se recruter entre eux, ils écartent le peu de cadres valables qu'on a, eh bien, ça leur fait champ libre, parce que le reste de la population est totalement laminé. C'est des gens qu'on a instrumentalisés, qu'on a abattus, qu'on a réduit à un état animal. Donc, il y a un travail énorme à faire. La société civile guinéenne est à réinventer et nous sommes un des building blocks. Nous sommes une des pierres de cette reconstruction. Le personnel politique guinéen qui brille par son incapacité totale à résister, à dénoncer, à taper du poing sur la table devant des bandits, eh bien, ils doivent apprendre à le faire ou bien ils se feront dépasser par l'histoire. La même chose pour nos dirigeants religieux. On doit abandonner de faire du sugarcoating, de tourner autour du pot pour montrer la faillite des cadres guinéens. Faillite qui vient principalement à leur manque de formation, à leur formation bâclée et aussi à la promotion systématique des médiocres. Donc on doit aller chercher chez nous les gens qui sont valables, les coopter pour qu'on puisse sortir enfin de cette razzia, des effets de cette razzia que cette Touré a opéré. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Dire que si on dit ça, que cette personne politique tel leader religieux va se cacher. Il faut qu'on dénonce leur tard, qu'on leur parle le langage de la vérité, qu'on leur dise voilà votre rôle. Si vous ne pouvez pas l'assumer, eh bien dégagez, parce que sinon vous devenez un problème, vous devenez aussi dangereux que les bandits qui nous malmènent. Moi, c'est ce que j'ai à dire. On ne va pas tourner autour du pot à l'avenir. On a suffisamment essuyé les plâtres de cette médiocrité et des compromis qu'on fait toujours au nom de la famille, au nom de la solidarité ethnique, au nom de tout. Eh bien, ce jeu doit cesser. Les enjeux sont extrêmement graves. On ne doit pas, les principes doivent être obéis, surtout chez nous. Parce que toujours on dit, ah oui, ça marche dans d'autres pays, mais en Guinée, ici, c'est une autre réalité, comme si on disait dans un monde alternatif. Eh bien, c'est un monde alternatif créé pour les médiocres et par les médiocres. On ne va pas y succomber si on veut réellement continuer notre combat dans de bonnes bases. Merci. Voilà. Et que répondriez-vous à ceux qui disent que bon voilà, au Mali, la CEDEAO a pris à bras le corps le problème, alors qu'en Guinée, la CEDEAO n'a pas du tout répondu. Que pensez-vous des deux dossiers, le dossier guinéen et le dossier malien, par rapport à cette position de la CEDEAO? Quel est le dossier, selon vous, le plus solide? Et oui, allez-y, M. Diallo. Oui. Non, je dirais ici, c'est pas dû à la CEDEAO. C'est pas à la CEDEAO de prendre au sérieux le dossier. C'est que la CEDEAO a trouvé au Mali des gens sérieux. Hein? Et l'opposition malienne est ferme là-dessus. Sinon, la CEDEAO était venue avec la même comédie ici, des lignes rouges, IDK doit finir son mandat et tout ça, mais ils les ont dit net. C'est pas à vous de venir au Mali ici nous parler de lignes rouges. Nos revendications restent nos revendications. UDK doit partir. Il a violé la loi, il doit partir. N'allons pas attendre ici la fin de son mandat. Voilà, c'est cette fermeté-là qui manque en Guinée. Hein? Prenez le cas avant même que le mandat de l'ancienne Assemblée nationale expire. Combien de fois nous avons interpellé les politiciens guinéens de l'opposition de dénoncer les violations de la loi et de convoquer les ministres de la Justice, d'insister pour que les crimes du 28 septembre soient jugés, mais ils n'ont jamais rien fait. Pourtant, c'est le rôle de l'opposition, de s'assurer que le chef d'État qui est là, fonctionne en fonction des lois du pays. C'est là le rôle de l'Assemblée nationale. Ça doit être
une sentinelle qui s'assure que les lois du pays sont respectées. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont assis sur leur laurier. Ils se sont permis de toucher leur salaire et de conduire leur 4x4 et de se faire appeler honorables. Ils n'ont pas joué leur rôle de député de l'opposition. Bon, c'est pour cela que quand les gens viennent en Guinée, ils ne prennent pas au sérieux. Parce qu'il n'y a pas cette fermeté. Bachir a souligné la carence des cadres, cette médiocrité qui est là. Prenez le cas du Premier ministre actuel. On l'expose comme étant un gars qui se targue de faux diplômes, et il est là, il est élu, il est plutôt nommé Premier ministre. On n'entend pas l'opposition guinéenne. On l'entend, ils l'ont félicité. Oui, c'est ce que je veux dire. Ils n'ont pas protesté ça, ils n'ont pas dénoncé ça. La société civile est exigée non qu'il démissionne. Mais c'est vrai qu'en Guinée, une situation pareille est tolérée et acceptée. Donc, ils ne s'étonnent pas qu'on ne les prenne pas au sérieux. Donc, les deux ne s'étonnent pas. Ce n'est pas la CEDEAO, à mon avis, qui a été très attentive au Mali ou pas attentive à la Guinée. C'est la réalité qu'ils ont trouvée sur le terrain. C'est avec cette réalité qu'ils n'ont pas trouvé ils ont trouvé des cadres valables, des vrais intellectuels et des gens rationnels et des gens qui savent ce qu'ils veulent au Mali. En Guinée, ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé des gens qu'ils peuvent mener par le bout du nez. J'entends encore le même Ibn Samba se pointe encore en Guinée là-bas pour parler d'élection. Pourquoi ce gars-là, depuis qu'il vient en Guinée là-bas, il n'a rien résolu, il continue à venir en Guinée, on le tolère en Guinée encore. Mais ce n'est qu'en Guinée, mais c'est ça. Donc moi, à mon avis, pour répondre à votre question, ce n'est pas lié au fait que la CEDEAO prenne le jeu, c'est les Guinéens qui ne se prennent pas au sérieux. Et si je peux rajouter tout juste ceci, aujourd'hui, après toutes ces tueries qu'on a eues, après tout le bruit et la sympathie que le FNDC a commencé à avoir, si aujourd'hui le discours a totalement changé, on a déplacé subitement le discours en élection maintenant, participer ou ne pas participer. Comment voulez-vous que les gens, que nous qui faisions du lobbying ici, en montrant tous les dangers d'un régime d'Alpha Condé, comment on va nous prendre au sérieux? On nous prend pour des charlots finalement. Donc il faut qu'on continue à enfoncer dans la tête de ces gens qui commencent à être des traîtres à leur propre cause. Parce que cette danse, ces valses qu'ils font, ne font que porter atteinte à notre combat. Ce n'est pas leur combat. Ils s'approprient du combat, de la recherche du pouvoir comme d'une recherche de carrière. Bon, c'est leur petite carrière, s'ils échouent, c'est eux qui mènent le combat, c'est eux qui savent. C'est absolument faux. Ils ne doivent pas s'approprier de la destinée du combat guinéen, du peuple de Guinée, et en faire un tremplin pour leur petite carrière politique ou d'honorable ou de tout ce que vous voulez. Donc on doit leur tenir le langage de la vérité. Et ça, c'est un débat qu'on aura en interne. Et s'il faut aller à la place publique, on ira sur la place publique. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas laisser piétiner tous les efforts qu'on fait systématiquement par des considérations qui n'ont aucune logique. Ils ne reconnaissent pas la Constitution, qui est la loi maîtresse de tout le pays. Ils ne reconnaissent pas le fichier électoral. Ils ne reconnaissent pas la CENI. Et ils parlent d'aller à des élections. Ils lancent une petite campagne où bien il y a des gens qui disent on attend de voir, parce que, avec des formules toutes faites, comme si c'était des vérités révélées, la politique de la chaise vide, c'est pas bon. Bon, ça, c'est un débat qu'on doit mener et ça fait partie de notre combat. Si on fait focus sur la CEDEAO, c'est pour les amener à prendre les responsabilités par rapport au texte. Mais comme l'a dit Lamine, les tares, quand on te domine, c'est que tes tares sont dominables. Il y a des tares qui font que tu peux être dominé. Sinon, c'est impossible. Et là, la différence, le contraste entre le Mali et la Guinée est bien évident. Parce qu'il y a des gens qui se placent, qui disent merde, je suis prêt à mourir un homme libre que d'être un traître. Ce qu'on n'entendra jamais un cadre, un dirigeant guinéen dire. Ça, c'est extrêmement dangereux. Merci. Merci, M. Ba. Et encore pour une dernière question avant de finir, de conclure l'émission. Dans les revendications, nous avons toujours entendu
les Maliens parlaient de violations des droits de l'homme. Par exemple, j'entendais souvent l'imam dire qu'il y a eu des Maliens qui sont morts. Bon, vous avez critiqué la justice de la CEDEAO, mais je crois que les Maliens ont plutôt se sont tous pensés sur l'impunité, alors que la Guinée, dans ses revendications actuellement en Guinée, je n'entends pas parler de ces morts, je n'entends pas parler de ceux qui ont disparu, il y en a. Je n'entends pas parler de ceux qui sont dans le camp de concentration de Soronkoni. Et on parle de dialogue avec la CEDEAO pour l'organisation des présidentielles. Donc, est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin en accusant la CEDEAO? Non, on n'est pas tellement. On a bien dit qu'on prend comme point d'appui principal la CEDEAO. Ils ont des textes qu'ils ont devant la face du monde entier qu'ils ont trahis. Donc, ça, ce n'est qu'une partie de notre étape. On sait que le problème, c'est chez nous. Le problème, c'est notre héritage dont on refuse même de parler. Dès que tu commences à en parler, on te dit non, ça c'est le passé, il faut penser par l'avenir, vous êtes trop attardés. Les gens ne veulent pas admettre qu'ils ont été formés dans une école de misère, de peur, de répression. Ils veulent faire la fuite en avant. Et c'est ce qui les traîne toujours derrière. Après, ils se retrouvent devant le monde entier, ils ne sont pas équipés devant la scène internationale, ils ne sont pas équipés pour combattre. Et à partir de ce moment-là, dès que les gens constatent que c'est déjà malléable, ils les manipulent. C'est tout. Le monde, c'est une question de rapport de force. Ce n'est pas de bonnes intentions. Nous, si on s'attaque à la CEDEAO aujourd'hui, c'est tout juste pour montrer la faillite la faute qu'ils ont commise et les pousser à s'amender. Parce que c'est un outil qu'on pourra utiliser. Mais on sait que le vrai combat, eh bien, c'est dans la rue, chez nous. Et ce qu'il y a de plus tragique encore, c'est que les Guinéens moyens sont aussi déterminés que le Malien moyen. Sinon plus. Parce que les Guinéens, ils sortent, même sous le régime de Sékou, les Guinéens sont sortis, sont affrontés des balles, sont morts. Et dès qu'ils meurent, personne n'en parle. Dans le temps, on pouvait invoquer la peur. Maintenant, on dit, ouais, si on en parle, on va empêcher tel ou tel de prendre le pouvoir ou bien on va faire le jeu de l'adversaire. Si. Chaque fois qu'on demande aux gens, quand on fait des analyses psychologiques, on amène un miroir devant eux, on leur dit de tourner le dos, et après on leur dit, est-ce que si tu rencontres ton ennemi, ton pire ennemi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu dis, eh bien, on te dit, tourne-toi et regarde dans le miroir, c'est là ton pire ennemi, c'est toi-même. Donc on leur dit, les Guinéens, les cadres guinéens, le personnel politique, les dirigeants de toutes sortes, ce sont eux le problème, pas le peuple. On accuse le peuple, on dit qu'il est lâche, c'est impossible. On a tous vu comment ils sont prêts à affronter, et qu'on les appelle ou qu'on les appelle pas, ils se lèvent. Donc, il va falloir toucher le problème du doigt pour pouvoir l'éclairer. Comme tu l'as dit, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça semble un peu facile de s'attaquer à la CEDEAO, alors que les tares profondes existent chez nous, mais c'est un combat qu'on va mener, c'est un combat parallèle qu'on va mener. Je vous remercie. Monsieur. Donc, ce combat doit être mené. Et si on ne le mène pas, on ne pourra jamais avoir un état de droit en Guinée. À part ça, la CEDEAO, comme l'a indiqué Bachir, aussi a failli à son devoir, parce qu'elle a des tests clairs sur la gouvernance, la bonne gouvernance dans les pays dans les pays qui appartiennent à cette organisation. Donc, c'est à la CEDEAO de s'assurer que ces lois sont appliquées dans les pays respectifs, parce qu'elles ont été créées pour amener les pays africains, les pays membres de la CEDEAO, dans une vraie démocratie, et pour que l'état de droit règne et pour que les populations qui vivent dans cet ensemble-là soient libres et soit qu'on y enlève les chaînes de la dictature et des despotes qui les empêchent de s'épanouir. Donc, je pense que ce combat doit se continuer sur les deux fronts, au niveau de la CEDEAO
pour qu'elle soit réformée et qu'elle mette l'accent sur la bonne gouvernance et l'état de droit, et qu'elle ne tolère pas le dictateur en son sein. Et le combat doit être mené par les Guinéens aussi pour que l'état de droit fonctionne en Guinée et qu'on applique des principes et qu'on n'accepte pas et qu'on soit ferme dans le respect des droits et de mettre fin à l'impunité. Et qu'on prenne l'exemple sur ce qui s'est passé au Mali pour savoir que la fermeté, les principes, avoir des principes, c'est extrêmement important dans le combat politique. Il ne faut jamais compromettre ces principes. Il faut accepter le compromis quand c'est nécessaire, mais jamais ne compromettre les principes. L'état de droit, le respect de la loi doit être la pierre angulaire de tout mouvement politique. Donc, si nous faisons ça, nous allons réussir en Guinée. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous nous sommes promis ici à Port-Alpha-Mental de faire et de travailler avec toutes les organisations guinéennes qui veulent aller dans le même sens. Et nous l'avons prouvé dans le passé que nous sommes ouverts à ça. Nous avons invité Dr Sow de l'OGDH ici parce qu'à l'époque, nous savions qu'il était honnête et qu'il était sincère dans ce combat-là pour mettre fin à l'impunité en Guinée. Nous avons travaillé avec le collectif et nous continuons à travailler avec le collectif qui s'est organisé en France pour justement mettre fin à l'impunité aussi en Guinée. Donc, nous sommes ouverts à travailler avec toutes les organisations qui sont là. Et nous sommes en communication avec certains membres du FNDC qui, nous savons, sont en train aussi de travailler dans ce sens-là. Donc, c'est le combat que nous devons mener et nous allons continuer à le mener. Donc, je remercie les auditeurs, je remercie au nom de la Commission centrale et de notre organisation, Fréquence Scandale, pour sa disponibilité. Et nous reviendrons demain en Poulard sur la même émission, et sur le même débat. Et ça sera aussi pour notre public, pour ceux qui ne comprennent pas très bien la langue française. Je vous remercie. Bonne nuit.